Aujourd'hui, la levée de ce mouvement de grève, depuis vendredi dernier, vos collaborateurs, les militants au sein des différents mouvements ont repris le chemin des hôpitaux. On ne peut pas quand même parler de ce mouvement de grève qui a fait beaucoup de morts sans parler de la qualité des soins que vos collègues ont l'habitude d'administrer aux citoyens. Bon, qualité des soins, je crois que ça fait aussi l'une des reproches que les usagers ont vis-à-vis du personnel de santé. Mais il faut nuancer. En réalité, le problème qu'on a, ce n'est pas un problème de qualité des soins. Les soins sont donnés dans les conditions qui sont requises, mais parfois, il y a quelques agents qui font du laisser-aller. Et nous avons répété à maintes reprises que la solution serait de discipliner ces agents, au lieu de penser à des réformes peut-être antipopulaires ou bien de vouloir faire des choses qui peuvent créer des soulèvements. Le mieux serait de savoir où se posent les problèmes, où se situent les problèmes et de les régler, que de chercher à généraliser. Parce que il y a un débat que nous faisons tout le temps et ceux qui font ce débat-là ne font pas souvent le parallèle. On dit, dans le secteur privé, les choses sont bien gérées. Et on dit, dans les hôpitaux privés, les gens sont mieux soignés. Mais nous avons posé la question, je crois, la dernière fois au palais, et la question peut être posée ailleurs. Qui sont ceux qui soignent les gens dans nos hôpitaux privés? Je voudrais que vous fassiez une investigation. Ce sont les mêmes qui sont dans le public qui soignent là-bas. C'est eux qui descendent des gardes qui vont là-bas, qui font le travail. Donc, s'ils ne sont pas compétents, comment ils arrivent à être compétents lorsqu'ils vont en privé? S'ils ne font pas des soins de qualité, comment arriver là-bas ils font des soins de qualité? La seule chose, la différence, c'est que là-bas, on leur impose une rigueur qu'ils sont obligés de suivre. Ici, les responsables n'imposent pas les mêmes rigueurs. La réponse est simple. Ça veut dire que ces responsables qui sont à la tête de ces structures-là ne sont pas compétents pour faire leur travail. Ils ne sont pas compétents simplement. Le CNHI, par exemple, on peut dire que le directeur général du CNHI, il n'est pas à la hauteur de cette mission. Non, peut-être qu'on ne lui a pas assigné correctement les attributions, ne sait pas le cahier de charge. Quel est l'objectif qu'on a demandé d'atteindre? S'il est là simplement pour évaluer les indicateurs, pour donner des chiffres, à la fin de chaque année, il donnera des chiffres. Et on peut estimer que ces chiffres-là évoluent. Si on dit en 2016, on a eu 15 décès, et qu'on dit en 2017, on a eu 10 décès, bon, ça veut dire que le travail évolue. Mais si, à côté de ça, il y a d'autres choses qu'on n'arrive pas à évaluer, on ne peut pas savoir. Mais si on dit au directeur de CNHU, nous voulons que vous diminuiez le nombre de retards, nous voulons que vous diminuiez les absents, nous voulons que vous diminuiez le rançonnement, que vous diminuiez les ventes par de médicaments, les détournements de malades. À la fin, on évalue pour voir. Mais est-ce que ça va parler de ce qu'on lui a confié? Si on lui a confié simplement de diminuer le taux de paludisme, le taux d'augmenter le taux de vaccination, d'augmenter le taux de femmes qui accouchent par ceci, par cela, bon, sur ce plan-là, il donne ces chiffres. Il a quand même un cahier de charge. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas de cahier de charge, mais le cahier de charge ne prend pas en compte les dérives du système. Vous ne verrez dans aucun bilan qu'on parle de combien de personnes viennent en retard, combien d'agents s'absentent, combien d'agents vendent des produits dans les centres de santé, combien d'agents rançonnent ou bien détournent les malades. Ça ne fait pas partie de son bilan. Dans son bilan, il reçoit combien de malades? Il fait quoi? Et il fait le point. Il dit, bon, le CNHU d'hier recevait 5000 malades par an. Le CNHU d'aujourd'hui arrive à recevoir 10 000. Ça veut dire que lui fait plus d'efforts. Lui, il arrive à travailler. Oui, que faut-il faire aujourd'hui alors pour corriger cet état des choses? Non, le plus important, c'est d'amener à la tête de nos hôpitaux des gens capables de faire le travail. Et nous, au niveau du collectif, on a estimé que la meilleure solution serait d'élire ceux-là. Tel qu'on a commencé une expérience au niveau de l'université depuis quelques années. Il faut qu'on définisse les profils et qu'on demande aux travailleurs, aux responsables d'élire, de choisir eux-mêmes. Avec un mandat impératif que les intéressés sont audités après chaque année. Il n'y a pas un mandat où on est là, à vie, là, les gens qui sont à la tête de nos hôpitaux depuis on ne sait combien d'années. Chaque année, on doit faire un audit externe pour évaluer. Et c'est là-bas, d'un cahier de charges qu'on a confié au départ. Et on évalue, on voit si, à la fin de l'année, on constate qu'il n'est pas à la hauteur, on le dégage, en même temps, on le change. Ce n'est pas ça aujourd'hui, les gens. Le chef de l'État là aussi l'a reconnu. On met les cousins, les cousines, les belles-sœurs et les frères. Et lorsqu'ils sont là, ils font tout ce qu'ils veulent. Personne n'en parle parce que, bon, on les a envoyés un peu comme pour prendre leur part de gâteau. Notre frère veut au pouvoir, notre parent veut au pouvoir, on est nommé en poste, on fait ce qu'on doit faire là pour s'enrichir, pour bénéficier des frais à la maison. Si c'est comme ça, le système restera pourri. Nous, notre proposition, c'est que celui qui doit atterrir là, le politicien n'a plus à dire son mot. Nous le lisons. Les gens, ils déposent leur candidature, on passe au vote. On passe au vote. Oui. C'est une proposition. C'est une proposition.